Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans Vision. Certains parlent de rupture profonde, d'autres annoncent des bouleversements irréversibles dans la mécanique des relations géostratégiques telles que nous les connaissons actuellement. Les pronostics et analyses sur le conflit russo-ukrainien changent à mesure que la guerre s'étire dans le temps, renvoyant dos à dos Moscou et Kiev avec ses alliés occidentaux et éloignant de plus en plus des perspectives diplomatiques. Cette semaine est pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE ont tenu une réunion à Kiev, une provocation de plus ou symbole d'une imminente adhésion de l'Ukraine au bloc européen, qui en a fait d'ailleurs la demande le 28 février 2022. Élément de réponse ce soir avec le directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant, Kamal Mansari. Il est aussi notre consultant de Canal Algérie dans les questions internationales. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, pourquoi selon vous la contre-offensive lancée en juin est fondée sur l'espoir que les soldats ukrainiens équipés d'armes occidentales et formés en Allemagne reprennent des territoires occupés par la Russie n'a pas abouti, selon vous? Ça reste toujours, comme on dit, un souhait sur le terrain parce que l'armée russe a déjà fortifié ses positions, que ce soit du nord jusqu'au sud, à partir d'Artemovsk jusqu'au sud de Méliotopol vers Odessa. Donc les lignes sont renforcées. Donc le problème, il est sur le terrain. Sur le plan militaire, les Ukrainiens ont essayé, ont fait croire qu'ils allaient reprendre du terrain ou reprendre le dessus sur le plan militaire. À partir du printemps, cette offensive qui devait donner des gains réels n'a pas eu lieu. On a su reporter jusqu'à l'été. L'été, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, on s'approche de l'hiver. Donc, oui. S'il y a l'hiver, donc, il sera difficile sur le plan militaire, en utilisant l'artillerie lourde ou bien les mécaniques, tout ce qui est mécanique, d'avancer d'un iota, pendant que la Russie, ou l'armée russe, fortifie et avance. On voit durant les dernières 48 heures qu'il y a eu ce que les Ukrainiens ont appelé des gains territoriaux à Bakhmout ne l'étaient véritablement pas, puisque l'armée russe contrôle toujours cette région. Et en même temps, ça dénote que tout ce qui est le discours et le narratif qu'il y a autour de cette offensive est en réalité, a été probablement, comme on dit dans le langage, dans le jargon militaire, une illusion. C'est-à-dire, c'est presque forcément une perte de vitesse, et en même temps, il n'y a pas de gain réel qui pourrait convaincre, que ce soit la population ukrainienne ou bien européenne, qu'il y a véritablement un renversement de la situation au profit des États-Unis, de l'Occident et de l'OTAN. Et en même temps, la résistance russe à cette opération, à cette machine menée par 50 pays contre un seul État, donc c'est difficile aujourd'hui pour les Ukrainiens de faire croire que sur le terrain, ils en gagnent du terrain ou bien ils en gagnent du territoire. Il y aurait même des risques de rébellion de l'armée ukrainienne? Non, pour le moment, il y a surtout ce qu'on a observé, c'était ce discours et ce discours, enfin pas plus discours, plutôt ces reproches faits par Zelensky aux Européens, aux Occidentaux, de ne pas lui fournir assez d'armes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Européens sont partis se réunir à Kiev pour lui montrer politiquement et non pas militairement qu'ils sont toujours avec lui, qu'ils soutiennent l'Ukraine. On va revenir sur la symbolique de cette Donc on voit que sur le plan militaire, il y a des échecs successifs et en plus beaucoup de pertes. Ça, c'est reconnu également par Zelensky, qui a dit que on ne peut pas avancer parce que les Russes sont mieux équipés, mieux entraînés, surtout sur le plan aérien. Donc il y a un réel problème pour l'armée ukrainienne d'avancer sans moyens. Et en plus, quand un État ou bien l'Ukraine compte sur des fournitures sporadiques au compte-gouttes, donc l'opération offensive ne peut pas avancer si elle compte exclusivement sur ces aides qui n'arrivent pas ou qui se retardent ou qui eux-mêmes, ces aides-là, finissent par être démolis, détruits par l'armée russe. Sans parler de certains pays européens qui rechignent aujourd'hui à fournir bien évidemment, parce qu'ils sont comptables devant leur population. Justement, je voudrais revenir sur la narrative qui existe autour de cette guerre, de ce conflit russo-ukrainien.
ukrainien. Est-ce qu'elle a servi à un moment donné l'Ukraine parce qu'elle est totalement en faveur d'exploits ukrainiens imaginés, hein, puisque aujourd'hui les résultats sont là, et qu'il y aurait aussi d'énormes pertes côté russe. À quoi elle a servi cette narrative? Vous avez raison de dire qu'il y a des exploits imaginaires. On voit un petit peu ce qui se passe quand les Ukrainiens lancent des tirs, enfin des tirs de missiles sur Moscou ou sur la Crimée. Justement, il s'agit de coups d'éclat pour faire croire qu'ils avancent, qu'ils arrivent à tirer, à toucher l'intérieur de la Russie. Ça reste toujours des coups d'éclat, mais qui n'ont pas d'incidence. Ils ne changent rien à la donne militaire. Donc c'est une guerre d'information ou de désinformation avant tout. Information depuis le début. Ouais. La désinformation a été depuis le début. On l'a vu sur les massacres de Boutcha, donc ce qui se passe. Donc c'est la désinformation, et en plus c'est une machine médiatique assez forte que possède l'Occident face à un pays qui, en dépit du fait qu'il possède quelques médias, n'a pas pu s'imposer avec tout le blocus et toutes les sanctions qu'il a subies sur le plan médiatique, l'isolement médiatique et tout. Donc la Russie compte sur d'autres médias, d'autres pays pour un petit peu ramener la vérité. Mais je reviens à votre question. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a ces coups d'éclat ou comme vous dites des victoires imaginaires, c'est parce qu'il n'y a pas sur le terrain quelque chose par lequel l'Ukraine ou l'Occident peuvent servir de moyen de pression contre la Russie ou peuvent renverser la situation. Nous sommes toujours, après 19 mois de guerre, rien n'a changé sur le terrain. Rien. On parle de 100 mètres, ça ne devient pas sérieux. C'est-à-dire quand un État, une armée dit que j'ai reconquéri 40 mètres carrés ou 30 mètres carrés, on ne sait même pas, c'est pas vérifiable. Les Ukrainiens auraient libéré moins de 0,25% là, on vient à la désinformation. D'un autre côté, nous avons entendu la déclaration du ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, qui parle du fait que la Russie va maintenir son opération en action jusqu'à 2025. Donc il y a une stratégie, il y a un agenda, il y a une volonté de maintenir la présence russe jusqu'à 2 ans de suite. Donc est-ce que les Ukrainiens sont capables de répondre, de résister à cette ambition russe en Ukraine? Et on le dit bien, nous sommes en Ukraine, nous ne sommes pas en Russie. Donc il y a tout un territoire qui pratiquement est coupé et qui est impossible. Tout le monde le dit, y compris les experts militaires américains, savent qu'ils ne peuvent jamais récupérer ce territoire russophone. Alors, on va un petit peu avancer sur la question aussi peut-être de la désinformation. Cette question peut-être s'inscrit dans le même registre. Il y a cette annonce faite à la fois par le président ukrainien et le secrétaire général de l'OTAN, et tous deux affirment d'ailleurs que l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique n'est plus qu'une question de temps. Alors, est-ce que c'est une provocation de plus, ou est-ce que parce que c'est finalement l'objet de il y a un désaccord là-dessus. Donc, la Turquie elle est hostile à l'adhésion de l'Ukraine parce que elle aussi subit les contre-coups de cette guerre. Parce que il faut pas oublier, en dépit du fait que la Turquie qui approuve, qui aide en quelque sorte l'Ukraine dans son opération, dans sa résistance face à la Russie, est en même temps un allié stratégique de la Russie. Donc ils ont des intérêts, notamment dans le domaine énergétique. La Russie et la Turquie vont construire une centrale gazière en Turquie pour alimenter la Turquie en gaz, pour ne plus dépendre des autres pays comme le Qatar. Donc ça reste toujours. Et en plus, la Turquie est engagée dans l'accord céréalier. Donc pour le moment, elle fait office de veto comme elle l'a fait avec la Suède. Mais on verra d'ici. Pour le moment, quand on dit ce n'est pas une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Oui, on peut pas faire entrer un pays dont une partie de son territoire ne lui appartient pas. Donc c'est presque jouer au suicide. Alors ce serait de la provoque. Oui, c'est de la surenchère plutôt. C'est de la surenchère, comme tout le monde le sait. On est dans une guerre où on fait de la désinformation. Et quand on parle de l'adhésion de l'Ukraine, c'est pour justement justifier les dépenses militaires de chaque pays. On voit que la question d'alimenter les Ukrainiens en armes est devenue très difficile et que l'agenda russe ou la détermination russe dans cette guerre fait que les gouvernements successifs qui viennent, parce qu'on va aller dans une phase d'élection en Europe, est-ce que les gouvernements qui vont arriver vont continuer dans cette logique, à commencer par la Pologne. Donc on est certain
qu'il y a un État qui est la Russie qui est décidé à maintenir cette opération et de la poursuivre à long terme, pourquoi 2025 il veut jouer sur les équilibres comme vous le dites, c'est-à-dire à travers les élections américaines. Donc il y a un agenda, mais est-ce que les pays européens, que ce soit au sein de l'UE ou hors UE, ou bien l'OTAN au sein de l'UE ou à l'extérieur de l'UE, peuvent-ils maintenir cette logique et ces dépenses? On a vu comment a réagi Kevin McCarthy, donc lorsqu'il s'agissait d'adopter le budget du gouvernemental. Vous anticipez toutes mes questions, Kamel Mensali. On va y aller étape par étape. Sinon, on fait l'émission en 10 minutes. Alors, je voudrais revenir aussi, peut-être, c'est aussi dans le même sillage, hein, cette première réunion dite historique des ministres des Affaires étrangères, cette semaine à Kiev, en dehors, et c'est la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se tient en dehors des frontières européennes, même si l'Ukraine, comme je vous disais, qui a fait la demande d'adhésion, a un statut de candidate adhérente. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette réunion? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Est-ce que, comme vous le dites, elle justifie un peu les budgets que les Européens dépensent? Non, c'est une réunion qui a été initiée par les États-Unis, par Washington. Donc, Biden l'a demandé. Ouais. Il l'a réclamé parce que lorsqu'il y a eu la rencontre entre Biden et Zelensky à New York, l'un des sujets qui était discuté, c'était la question des Européens. Il dit qu'il n'y a pas d'enthousiasme, qu'il ne voit pas assez d'engagement européen en matière d'armement et de financement. Aujourd'hui, Borrell parle de 80 milliards d'euros qui ont été distribués, qui va maintenir ce budget. L'Allemagne a déclaré qu'elle va encore fournir des armements, surtout des blindés pour l'Ukraine. La Grande-Bretagne, qui à travers son ministre de la Défense, a parlé d'installation, de déploiement d'instructeurs britanniques en Ukraine avant que le Premier ministre ne vienne démentir cette information. Donc, il y a surtout, la réunion vient pour justement calmer et conforter Zelensky dans sa logique et sa demande et ses accusations portées contre l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à des demandes internes. Oui, il justement, y a l'Europe en pleine crise, notamment crise énergétique. Bien évidemment. Donc, ces crises-là se répercutent ou bien ont des incidences sur la politique extérieure et surtout sur un dossier qui plombe les budgets des États européens, mais jusqu'à quand? On voit un petit peu dans la presse italienne, dans la presse française, dans la presse britannique, le très sérieux économiste aujourd'hui qui correspond, si vous voulez, à un indicateur, il est très lu à Washington, et dont la logique éditoriale est adossée à celle de Washington. Qu'est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est temps de revoir Time to Rethink, le titre éditorial, Time to Rethink, en fait, repenser la stratégie européenne. Mais comment? Il pose la problématique sans pour autant dire comment. Donc est-ce qu'on continue à fournir des armes et des aides financières à l'Ukraine, ou faut-il envisager une autre voie? Alors, et il laisse entendre qu'il s'agit d'une voie de négociation. Vous avez la France qui veut par exemple ancrer son aide à l'Ukraine dans la durée et passer d'une logique de cession d'équipements militaires à la mise en place d'un partenariat industriel entre les deux pays. Oui, ça c'est vrai. Une façon de repenser cette stratégie. Il y a beaucoup de pays qui envisagent de créer des sociétés mixtes pour permettre aux Ukrainiens de produire leurs armements sur place. Donc, pour le moment, ça ne s'est pas encore concrétisé. C'est le débat qui est lancé. C'est ce qu'on lit sur la presse européenne, y compris ukrainienne, que aujourd'hui, il y a des joint ventures qui vont être créés justement pour créer une industrie militaire qui permettra à l'avenir à l'Ukraine de faire face ou bien de concrétiser son Donc, Pourquoi? L'Europe répond à cette Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, l'industrie militaire russe se porte bien. Donc, pour la première fois, ce qui a stupéfié les Européens, s'agissant des missiles, pour la première fois, les Russes utilisent des missiles intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous avez justement une réponse par rapport à ça? Parce que ça a surpris quand même les Européens. Tout à fait, parce que 11 trains de lourdes sanctions économiques pour l'isolement de la Russie, ça a donné l'effet contraire. C'est-à-dire que c'est presque la logique qui est imposée à la Chine. Plus vous serrez les vis sur un pays, plus il se défend. Ça crée un mécanisme d'autodéfense. Donc, ils ont créé des industries qui leur permettent, en dépit des sanctions, d'avoir des industries. Mais là, finir par avoir des missiles intelligents,
c'est incroyable. Il y a eu l'aide des pays qui sont Vous savez, donc, sans ces pays, ça n'aurait pas pu se faire de toute façon. On peut pas, on n'a pas d'informations précises qui a fourni les aides réelles. Oui. On n'a pas. Peut-être. On sait que la Russie, enfin que la Chine est alliée, mais même la position de la Chine est ambivalente, elle n'est pas tout à fait fluide. Des pays de l'ex-bloc. Peut-être la Corée du Nord, peut-être l'Iran. Donc, mais que les missiles arrivent à décider d'eux-mêmes de la trajectoire et changer de trajectoire et toucher la cible, c'est ça qui a posé problème pour les systèmes de défense antiaériens de l'Ukraine. Donc, quand on a vu avant-hier 150 missiles, presque tous les missiles ont atteint leur but, tirés par la Russie en 48 heures. C'est reconnu par les Ukrainiens. Ils ont dit qu'on a pu, ils ont dit 20%, on a pu faire tomber 20%, 36%, donc c'est 36 par rapport à 150, c'est dramatique pour un pays qui se targuait d'avoir le système de défense. Donc l'Ukraine a beaucoup de problèmes. Sur le terrain, militairement, il a beaucoup de problèmes. Et il sait qu'il ne peut dépendre que de l'Occident. Et les États-Unis, en dépit du fait qu'ils sont en train de perdre énormément d'hommes et que Zelensky a ordonné la mobilisation qui touche même les gens de 16 ans. Donc c'est incroyable. Donc de 16 ans à 62 ans. Elle était limitée à 60. Maintenant, ils ont monté l'âge à 62 ans. Donc, on voit qu'ils cherchent, c'est-à-dire que même sur le plan humain, donc pour trouver des troupes, ça devient une denrée rare. Donc, c'est pour ça que des pays occidentaux essaient par tous les moyens d'injecter des combattants qui ne sont pas ukrainiens, juste pour justement maintenir les troupes en action. Mais qu'est-ce que ça nous dit, le fait que les Européens sont prêts à créer, comme vous le disiez, des joint ventures pour produire des armes sur place? Non, mais est-ce que ça nous dit que finalement l'escalade est le mot d'ordre, avec aussi la Russie qui annonce l'explosion de son budget militaire avec près de 70% en 2024 par rapport à l'année précédente. C'est plus de 100 milliards d'euros. La Russie, disent certains experts, amorce une guerre d'usure. Et pourquoi le chef de la diplomatie russe parle d'une guerre hybride, et il désigne d'ailleurs clairement les États-Unis d'Amérique comme étant le chef de file anti-russe. Bien évidemment. Je ne vais pas dire qu'il défonce des portes ouvertes, mais c'est une réalité. Le fait que les États-unis qui décident de tout. Donc, mais ça figure dans le nouveau document, dans le document de la nouvelle stratégie russe. Oui, il y a autre chose. La Russie, malgré le fait que c'est vrai qu'il y a une augmentation du budget, il y a aussi la mobilisation. On parle de 130 000 hommes qui vont. Il y a aussi la formation. Shoigu a parlé de ça. Il a fait une formation à partir des évaluations faites sur le terrain. Ils vont tirer profit de leur expérience pour changer de tactique et pour former les soldats qui vont entrer en action ou bien sur le terrain. C'est-à-dire, je parle des 130 000 annoncés par le ministère de la Défense russe. Donc, on va vers une guerre de long terme. Et comme je vous ai dit au début, Shoigu parle de 2025. Et de l'autre côté, il y a un problème qui se pose, notamment pour l'administration Biden. On voit qu'on n'a pas que Kevin McCarthy ou bien les républicains. Je ne sais pas si vous avez prévu ça comme question. Si, évidemment. Mais vous anticipez. Je voudrais juste que vous me répondiez sur, pardonnez-moi, le risque finalement que ce conflit ne perdure vraiment dans le temps. Bon, on le sait au moins jusqu'à 2025, c'est certain. Mais est-ce qu'il y a le risque de propagation en dehors de la zone du conflit et finalement aller peut-être les risques d'une troisième guerre mondiale? Pour le moment, c'est une menace. Le spectre d'une déflagration généralisée est écarté. Donc, même si aujourd'hui, il y a de fortes tensions. Oui, même si aujourd'hui, au forum de Sochi, au forum de Valdai, l'un des points cruciaux qui va être débattu par tous les participants, c'est la question du nucléaire. Donc, est-ce que nous allons vers une confrontation nucléaire? Le risque nucléaire est présent, mais comment? C'est-à-dire, pour le moment, il y a des accusations contre l'administration américaine et l'Ukraine d'utilisation d'armes chimiques ou d'armes biologiques, mais toujours est-il que nous ne sommes pas arrivés au point du nucléaire, parce que ça sera vraiment une question très très délicate, que ce soit pour la Russie ou que pour l'Occident. L'utilisation de l'arme nucléaire, c'est fini. Donc on n'est plus dans une guerre de conquête de terrain, mais une guerre de destruction totale et d'extermination. Et ça, c'est grave.
Donc, je pense que même si les Européens sont en train d'injecter goutte par goutte quelques avions, quelques missiles, quelques chars, quelques tanks et quelques hommes, ils calculent le risque, mais ils ne sont pas arrivés à des missiles stratégiques, ils ne sont pas arrivés à des missiles à tête nucléaire. Donc, cette question-là est évacuée, même si les Américains ou les Européens parlent souvent de faire allonger la guerre, mais sans pour autant parler d'utilisation d'armes nucléaires. Même si de l'autre côté de la Russie, Lavrov en a parlé, Poutine en parle souvent et dit que le risque nucléaire est présent. Pourquoi? Parce que c'est aussi dissuasif. C'est aussi dissuasif et c'est aussi de la propagande et c'est aussi même de la surenchère et c'est logique dans une guerre. Maintenant, ce qui est réel, c'est le fait que les pays européens, avec leur réunion à Kiev, démontrent qu'ils vont poursuivre cette logique. Jusqu'à quand, on ne le sait pas. Mais toujours, il y a une position. Attention, donc la position européenne, elle est tout d'abord politique. Elle n'est pas économique, elle n'est pas militaire. On a, pour aujourd'hui, les États aident individuellement. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas d'un bloc dans lequel on envoie les armes qui vont chaque pays, en fonction de son potentiel, de ses capacités, est en train d'aider l'Ukraine, mais pas d'une manière massive. Donc on est, comme je vous l'ai dit, dans le compte-gouttes, c'est-à-dire 40 chars, 60 chars. Donc c'est insignifiant par rapport à ce que peut c'est-à-dire si on avait l'ambition de tout finir, donc ça aurait été autre chose, une autre logique. Bon, alors, la coupe budgétaire de Washington, qui vient d'exclure l'aide à l'Ukraine dans la résolution concédée par le Congrès US. Et puis pour expliquer aux téléspectateurs, cette résolution donc accordée par le Congrès pour financer l'administration fédérale, un accord trouvé in extremis à 3 heures seulement du shutdown qui aurait eu un effet de paralysie générale de l'administration américaine et un impact sur des millions d'Américains, un impact très sévère, très dur. Oui. Est-ce qu'elle marque un tournant, cette coupe budgétaire de l'aide directe à l'Ukraine de la part de Washington? Oui, l'aide n'a jamais été facile, c'est-à-dire depuis les 3 dernières années, ça a été difficile. Ils arrivaient, les démocrates, l'administration Biden arrivait quand même à en tirer, c'est-à-dire à gagner ou bien à bénéficier de cette aide destinée à l'Ukraine. Mais cette fois-ci, il a été, c'est-à-dire escamment coupé. Donc on n'a que le Congrès a voté uniquement pour le budget fédéral, mais sans aucune rallonge, et ça c'est une nouveauté. C'est-à-dire que qu'est-ce que la justification faite par Kevin McCarthy, c'était quoi, le président du Congrès, était quoi? Il avait dit que la priorité était pour les Américains et non pas pour les Ukrainiens. Ouais. C'est cette logique-là qui maintenant est en train de se répandre aux États-Unis, que la priorité aux Américains, et les démocrates ont toujours, les républicains plutôt, ont toujours eu cette posture, priorité America First ou bien les Américains en premier. Donc c'est le discours de Trump et qui revient, d'où cette logique des républicains qui revient et qui va peser lourdement dans les élections présidentielles, parce que maintenant, et certains disent que Poutine attendrait le retour de Trump, par exemple, à l'administration. Quand même, déjà qu'il y a ce discours-là est tranché, cette question elle est tranchée sur le plan politique et sur le plan militaire, en dépit du fait que le complexe militaro-industriel aux États-Unis est puissant, il a des lobbies, mais pour une fois, il faudrait aussi comprendre et savoir que même les républicains ont des alliances avec le complexe militaro-industriel, mais pour le moment, la logique au sein du Parti républicain, c'est l'Amérique en premier. Pourquoi? Ça sera le débat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une fracture au sein de la société américaine et que la moitié des Américains, si ce n'est plus, sont contre l'invasion, contre la participation des États-Unis dans la guerre, dans le financement de l'Ukraine. On a atteint des chiffres faramineux, 120 milliards de dollars en moins de 2 ans, donc en 19 mois. Donc c'est faramineux, et sans compter le fait que les États-Unis ont obligé, contraint les Européens à eux-mêmes fournir des aides quand je dis les Européens, y compris l'OTAN, le Japon, l'Australie inclus. Donc tous ces pays-là sont en train d'injecter, et ça n'a rien donné. Parce que vous ne pouvez pas convaincre éternellement votre population que vous êtes en train de gaspiller l'argent du contribuable dans une guerre qui n'a pas d'issue. Oui. Donc c'est un petit peu ça le problème. Et si les républicains tiennent cette posture, elle signifierait
dira que ça sera l'un des sujets cruciaux lors de la campagne électorale. Campagne présidentielle. Un dernier mot, vraiment, il nous reste un peu moins de 2 minutes. La guerre qui a eu aussi d'importantes répercussions sur les marchés de l'énergie et des denrées alimentaires. L'accord sur les céréales n'est pas prêt d'être conclu de nouveau et le choc énergétique risque de perdurer. Quelles sont les perspectives sont moroses, c'est certain, mais est-ce qu'on peut avancer sur la question des céréales, par exemple, Déjà, il y a un très grand différent entre Kiev et la Pologne sur la question des céréales. Oui. Ça a créé vraiment une discorde. Il y a un véritable problème entre les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que, en dépit du fait que la Pologne soit un pays voisin qui est impliqué dans la guerre en Ukraine, qui fait énormément pour l'Ukraine, en contrepartie, les Ukrainiens refusent de fournir des céréales à la Pologne, notamment par voie fluviale ou par voie aérienne. Donc, ils ont refusé. Pourquoi ? Parce que l'accord est soumis à une exigence de l'ONU et en même temps à un accord tripartite qui est mort. Bon, pour le moment, la question des céréales est une question qui, même les Russes le reconnaissent. Ils disent que c'est un accord mort à condition qu'on revienne à des conditions demandées par la Russie. Laquelle ? Ce n'est pas les garanties que les bateaux n'emmènent pas des armements comme ils le disent, mais que les financements, que les sociétés qui étaient chargées de vendre les céréales de la partie russe soient, parce qu'elle a subi des pressions, que l'argent russe soit libéré. Donc il y a Donc les intérêts russes ont été... pas simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de céréales, mais c'est une question de lever des sanctions. Les Russes ne sont pas en train de parler uniquement des céréales, mais de financement. Autre chose, bien sûr, la question énergétique fait flamber les prix. C'est qui sont les véritables victimes? Ce sont les pays vulnérables, notamment en Afrique. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui sont en train d'élever la voix contre la poursuite de cette guerre. On l'a vu au sein des BRICS, on l'a vu au sein de l'Union européenne et on l'a vu au sein de l'ONU. Donc, la crise énergétique qui se greffe... va perdurer, c'est certain. En tout cas... Oui, bien sûr, parce que c'est l'un des problèmes cruciaux auxquels a fait face l'Union européenne a été l'énergie. Donc si on peut garantir, on a cru en imposant des sanctions à la Russie, en imposant un plafond des prix de la Russie, que les prix allaient baisser, mais en même temps l'OPEP reste, comment dirais-je, campe sur ses positions, notamment en matière de quotas. Kamel Mansaleh, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant, consultant à Canal Algérie sur les questions internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Canal Algérie. Bonne soirée, au revoir.